Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous sommes ravis de vous retrouver pour ce samedi matin. Comment allez-vous? Dites donc, l'ami Jean-Luc, vous avez bonne mine encore, vous? Bonjour, Dame Laurence, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. J'ai bonne mine parce qu'on va dormir une heure de plus l'année prochaine. Vous allez me dire, mais comme c'est après, vous pouvez pas avoir bonne mine avant? Parce que je suis réjoui. Et c'est ça. J'adore ce mot. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu le mot réjoui. Eh bien, nous allons être réjouis également d'être avec vous jusqu'à midi. Heure d'été, puisqu'à partir de demain, ce sera heure d'hiver donc. On va parler des meilleurs garages de France en 2025. Oui, je sais que vous aimez bien faire plutôt les meilleurs restaurants de France. Hein, oui, avec, et les meilleurs viticulteurs. Les étoiles. Et figurez-vous que Nicolas Chevalier, lui, fait tous les garages de France. Alors, pour ça, il a un secret. Il a une voiture avec un moteur PureTech. Donc, comme il est en panne tout le temps, ça lui permet de tester tous les garages de France. Non, c'est pas tout à fait comme ça. Il nous expliquera comment ça se fait, mais effectivement, chaque année, il publie la liste des meilleurs garages de France. Vous verrez s'il y en a un près de chez vous, n'hésitez pas, parce qu'a priori, les gens sont plutôt satisfaits de ce classement. La Poste qui adopte des voitures rétrofitées. Ouais, vous allez me dire, mais ils ont déjà plein de voitures électriques, la Poste. Alors, ils rétrofitent comment? Vous savez que, en fait, c'est plus rentable de garder un véhicule longtemps, surtout des véhicules qui sont spécialement aménagés. Donc, plutôt que de les remplacer, on les rétrofite. C'est-à-dire que quand le moteur est usé, le moteur diesel est usé, on va le transformer en véhicule électrique. On verra ça tout à l'heure. Et puis évidemment, vous êtes attendu. Vous n'êtes pas rétrofité, ça, il n'y a pas de souci. Au 0826 300 300. Vous nous rejoignez également sur la page Facebook de Sud Radio. Nous allons bientôt devoir, puisque nous passons à l'heure d'hiver demain, nous préoccuper de nos pneus hiver. Oui, on va se préoccuper des pneus hiver. Et quand on change les pneus hiver, qu'est-ce qu'on fait des pneus été? On les jette. Non, tout le monde le sait. N'importe quoi. Au secours. Vous pouvez les envoyer à Jean-Luc Moreau. D'ailleurs, je vous donnerai l'adresse tout ça. Alors non, effectivement, c'est le moment de s'en préoccuper, le changement d'heure. Alors, il fait encore pas super froid, on peut se dire, on va attendre un petit peu. Oui, mais non, 7 degrés. Oui, le matin, c'est ce que j'allais dire. Le matin, il fait très frais. Si vous roulez tard le soir, quand vous rentrez de boîte de nuit, Laurence, par exemple, il fait frais. Je fais ça tous les samedis soirs. Vous avez en dessous de 7 degrés intérêt à avoir déjà les pneus hiver. Et puis, nous allons également entretenir les cuirs de notre voiture dans notre rendez-vous classique car. Vous savez, là, c'est en fait, on va faire une saison cuir. Je veux du cuir. C'est exactement ça. On va faire maintenant, je vais devenir un ambassadeur du cuir. Oui, et du cuir français. Parce que j'en ai marre des céleris à la noix dans les voitures modernes qu'on nous vend comme ça fait mal les céleris à la noix. Il vaut mieux. Qu'on nous vend comme plus écologique, alors que c'est pas vrai. Et quelqu'un malheureusement qui a disparu dira mais c'est de la merde. Mon ami Jean-Pierre. Comment entretenir une sellerie en cuir? Là, dans les voitures anciennes, il y a évidemment beaucoup de sellerie en cuir. C'est beaucoup plus durable et c'est presque éternel si on l'entretient correctement. Donc on vous donnera toutes les clés pour garder votre sellerie longtemps. Et puis on terminera cette émission avec toutes les projets de loi dont on a entendu parler. Jean-Luc est déjà mort de rire. Il vous a pas échappé en ce moment qu'on est dans on va dire un marécage, un marécage politique. Moi j'aime bien parce que l'idée du marécage politique où on trouve un peu de tout. J'allais dire ça pue, mais je le dirais pas, on est à l'antenne. Donc il y a plein de projets de loi qui étaient en cours de route. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'on en fait? La suppression des ZFE, ça va se faire, ça va pas se faire? On en est où? C'est un des aspects, parce qu'il y en a d'autres, on verra tout ça. Allez, vous l'avez compris, une émission riche. Nous sommes ravis d'être en votre compagnie. Vous êtes attendus, vous le savez. Évidemment, 0826 300 300, mais aussi, vous pouvez nous écrire par mail. Vous envoyez votre mail à jeparticipe@sudradio.fr. Vous mettez bien en parle auto dans le mail, dans l'objet, vos coordonnées totales, dont votre numéro de téléphone, sinon on ne peut pas vous rappeler. Et ainsi, vous passerez à l'antenne prochainement, comme ceux que nous allons avoir le plaisir d'accueillir ce matin. Allez, c'est parti, on parle auto avec vous, et c'est jusqu'à midi. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. J'ai eu un problème midi heure d'été, midi heure d'hiver, mais non, mais midi tout court, bonjour. Ça sera midi la semaine prochaine aussi. Nicolas Chevalier, bonjour. Bonjour Nicolas, directeur général d'Allo Garage. Comment ça va? Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Écoutez, ça va très bien. Bon, j'ai donné votre secret. Non.
J'ai donné votre secret à l'antenne en faisant Le sommaire. le sommaire. J'ai dit que vous aviez un PureTech, ça vous permettait de tester tous les garages de France vu que la voiture était en panne tout le temps. Pourquoi ? Parce que vous dévoilez les meilleurs garages de France 2025. 12e année consécutive. Wow. Et je me souviens, j'étais encore bébé quand Nicolas a commencé il y a 12 ans. Il y a plus de 12 ans d'ailleurs. Vous avez Il y a vu, il y a des années où ça s'est pas fait. Vous avez vu mon regard se perdre d'un seul coup là. Ouais. Nicolas Non, mais Chevalier, pardon. Effectivement, ça fait 15 ans que le site a été lancé voilà. et on a commencé à faire cette élection des meilleurs garages de France depuis seulement 12 ans. D'accord. Alors comment ça se passe cette élection ? Parce que vous testez pas, comme je l'ai dit, évidemment c'était idiot, c'est une blague. Ouais, Vous bien testez sûr. pas tous les garages de France. Comment ça se passe ? Alors malheureusement non, effectivement. Alors, c'est une sélection qui se fait uniquement via des critères totalement objectifs et en fonction des avis d'automobilistes, donc des clients. Donc pour faire partie de cette sélection, il faut 60 avis minimum sur les 12 derniers mois, une note minimum de 4 sur 5 et moins de 5% d'avis négatifs. D'accord, mais bon, Ils votent ça où, se les fait, gens ? ça Ouais. se fait sur les restos, mais on sait que dans la plupart des cas, c'est bidon, quoi. Donc vous, comment vous faites pour sécuriser les avis ? Alors depuis le départ, l'idée d'Allo Garage, c'est d'avoir des avis complètement certifiés, vérifiés. Et donc on a pris cet engagement. Donc soit les avis sont sollicités et le logiciel de facturation nous certifie que l'avis provient bien d'un client qui a été facturé. Ouais. Soit c'est un avis spontané. Ben, on ferait ça avec les restos, ça irait beaucoup mieux. Hein, si on est obligé en donnant l'avis, de donner la note du restaurant, je pense qu'il y a beaucoup d'avis qui disparaîtraient. Oui, effectivement. Et donc, si c'est un avis spontané, il faut absolument que le conducteur nous envoie une copie de sa facture des réparations. Alors, Ah, ça c'est bien. Ouais. Voilà, effectivement, c'est un process qui est un peu plus compliqué, effectivement, mais au moins, on n'a pas d'avis publicitaire ni d'avis diffamatoire. Et là, on est sur un cadre beaucoup plus serein pour faire son choix. Nicolas Chevalier, juste une question. C'est-à-dire que quand je veux, par exemple, moi, noter mon propre garage, je vais sur Allo Garage pour le faire. D'accord, c'est pas un avis Google ou quoi que ce soit. Je dois aller sur le site d'Allo Garage. Exactement. Très bien. Vous allez sur le site Allo Garage, vous choisissez une note entre 1 et 5 étoiles, un petit commentaire facultatif, et ensuite, vous nous envoyez la copie de facture, on vérifie les éléments, et ensuite, votre avis est publié. Et c'est basé sur... l'appréciation est basée sur quels critères ? C'est quoi les réparations, l'accueil, les prix, c'est quoi ? C'est une note globale, parce qu'on s'est aperçu que si on est satisfait, on est satisfait globalement. Ça ne sert à rien de dire oui, j'étais content de l'accueil, mais les réparations ont été nulles. Bon, ça n'a aucun intérêt. En Donc, général, si les réparations étaient nulles, on n'est pas content, même si l'accueil était sympathique. C'est ça, ouais. La personne peut être très, très serviable et très polie. Bon, on sera pas. Après, on va dans content. un garage. Alors, c'est bien quand l'accueil est génial, mais on va surtout dans le garage pour faire réparer sa voiture. Bon. Combien de garages en tout ? Il y a 621, c'est sur ça. Le site, alors 621 sélectionnés parmi 25 000 garages référencés. Ah oui, quand même. Ah, il y en a que 25 000. Je vais être méchant, mais il y en a que 621 bons sur 25 000. Alors, c'est ceux qui jouent le jeu, qui ont envie de faire partie de cette sélection, qui motivent aussi leurs clients à laisser un avis. Et effectivement, 25 000 garages au sens large. Donc, on a les distributeurs, les agents de marque, les MRA. Les MRA, on va rappeler les MRA ce que c'est pour tous ceux qui ne connaissent pas. Ouais, parce que c'est vrai. Les garages indépendants multimarques. Voilà, mécaniciens réparateurs indépendants multimarques. Alors, on les trouve. Comment je fais, par exemple ? Moi, si je veux aller chercher un réparateur qui a été primé, je vais sur le site d'Allo Garage. C'est par zone géographique. Comment c'est réparti ? Alors exactement. Alors pour trouver les meilleurs garages de France, vous allez sur le site Allo Garage, allogarage.fr. Vous avez un gros bouton voir la sélection 2025 et là vous allez accéder à toute la liste, donc les 621 sélectionnés, et vous allez avoir la possibilité de visualiser par région, par département, et donc de faire votre sélection en fonction de votre localité. Est-ce qu'il y a des régions où il y a plus de bons garages que d'autres, et à l'inverse, est-ce qu'il y a des régions où il n'y en a pas du tout ? Effectivement. Est-ce qu'il n'y en a pas du tout déjà à certains endroits ? Oui, alors oui. Alors dites-nous, il ne faut pas tomber en panne alors.
Alors aujourd'hui, Seine-Saint-Denis, la Lozère et le Tarn, effectivement, on ne pourra pas vous indiquer de bons garages. Si, Seine-Saint-Denis, il y a des très bons garages parce qu'ils vous prennent votre voiture chez vous. Il n'y a même pas besoin de leur donner les clés. Hein. Mais non. Ils vous changent les plaques et la couleur de la voiture, Non, je suis franchement, pas et d'accord. tout ça dans la journée. Hein, donc, Je suis pas d'accord. Moi, j'ai des potes qui sont en Seine-Saint-Denis, ils sont très contents. Non, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de très bons garages, ça veut dire que personne n'a voté pour eux à ce moment-là sur votre site. Parce que tout le monde ne va pas. Voilà, c'est ça. Oui, ouais. oui, Bon, il faut. La faut dire les Lozère, choses. la Lozère, c'est vrai que si vous y a pas grand monde. tombez en panne en Lozère, bon, vous êtes mangé par les loups au mieux, quoi. Donc, ne pas prendre un PureTech pour traverser la Lozère, ça sera mon conseil du jour. Sinon, vous êtes mort. Je ne vais jamais en vacances en Lozère. Mais c'est très beau la Lozère. C'est très beau, oui, c'est très beau la Lozère. Je m'inscris en faux. Oui, non, mais c'est beau la Lozère, c'est Et vrai. il y a aussi des très bons garages en Lozère. Sans C'est doute. juste que personne n'a voté pour eux parce que tout le monde ne savait pas que sur Allo Garage, on peut voter pour son garage favori. Alors là, on a vu où il n'y en avait pas, mais là où il y en a le plus, c'est où ? Alors, les départements où il y a le plus de garages sélectionnés, c'est la Haute-Garonne avec 23 garages, la Gironde avec 21 et le Var avec 18 garages sélectionnés. D'accord. Ouais. Donc là, ça veut dire le Var. Bah, c'est plutôt bien, mais je sais pas que beaucoup de gens ont voté pour eux, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il y a plus de garages dans les régions où on a plus voté ou pas ? Vous êtes un peu penché là-dessus ou pas ? Non, c'est une bonne question, mais moi j'ai envie pas forcément regarder dans le détail. Effectivement, ça pourrait être intéressant de regarder, mais on en avait parlé, Jean-Luc, hors antenne, mais en Lozère, par exemple, c'est une clientèle qui est assez locale et des garages qui n'ont pas forcément besoin de chercher une autre clientèle, et du coup, ils se disent, bon, ben voilà. Moi je participe pas parce que je connais mes clients par leur prénom. Mais quand vous avez un PureTech, vous connaissez le garagiste par son prénom. Le mieux. Très en forme ce matin. Très en forme ce matin, l'ami Jean-Luc. Ça, c'est parce qu'il sait qu'il va dormir une heure de plus avec le passage à l'heure d'hiver de cette nuit. Non, mais en tout cas, rendez-vous chez allogarage.fr et vous avez toute la sélection 2025 qui est déjà affichée. Moi, je suis contente parce que j'ai des garages que je connais. Je savais pas qu'ils avaient été... Ah, il y a des notes 5 sur 5, hein, c'est ouf. Ouais, il y a des belles notes. J'ai regardé un petit peu. Et puis surtout, vous qui avez votre garage préféré, allez sur Allo Garage. Les votes, ça se fait quand ? De quand à quand ? C'est du 1er septembre donc 2025 au 31 août 2026 pour la sélection 2026. Eh ben super, donc on peut voter dès maintenant. Merci Nicolas Chevalier, directeur général d'Allo Garage. Et puis que vous retrouvez sur Internet. On vous embrasse, bon week-end, profitez bien de l'heure supplémentaire. Dans quelques instants, on va vous accueillir au 0826 300 300. Vous avez une question à poser, vous n'hésitez pas, ou vous nous écrivez sur jeparticipe@sudradio en mettant bien On parle auto dans l'objet et toutes vos coordonnées, dont votre numéro de téléphone dans le corps de votre mail en plus de votre question. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Dans quelques minutes, vous le savez maintenant, notre essai de la semaine, une semaine sur deux, est consacré à une voiture d'occasion. Mais pour l'heure, on va accueillir Christian qui nous rejoint. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Bonjour, ça fait la deuxième fois qu'on se parle. C'est bien. Formidable. Oui, j'étais le monsieur qui vous avait parlé à un moment donné pour une moto électrique. De marque 0, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin bref. Oui, et vous l'avez acheté ou pas alors ? Je l'ai foutu à la poubelle parce que c'est un véhicule qui m'a fait perdre beaucoup d'argent, enfin bref. Alors excusez-nous Christian, parce que vous ne voyez pas le visage de l'ami Jean-Luc qui rigole, mais pourquoi c'était évident ? Non, c'est pas évident, mais c'est vrai que les premières motos électriques qui sont sorties, le problème, c'est qu'il y avait des batteries de faible capacité. On avait déjà une autonomie qui était assez réduite. Et en fait, il faut vraiment faire de la charge super lente dessus, sinon l'autonomie réduit encore. Et on se retrouve avec des motos qui font 40 km, donc qui servent à rien. D'accord. Alors,
Non, je coupe un petit peu. C'était une marque zéro. La moto valait 22 000 euros. J'ai eu 2 chargeurs intégrés lâchés, la batterie à 52 000. C'était une 14 kWh, un SAV déplorable. Là, et j'ai perdu 13 000 euros. Wow. Est-ce que je peux rendre hommage à une personne très très importante, s'il vous plaît? Oui. Bah, allez-y. Est-ce que vous vous souvenez de la petite Amandine qui est décédée il y a 4 ans pendant le confinement? Et l'affaire avait été jugée en début d'année. Ça m'a touché beaucoup, cette affaire. Et je voudrais pas qu'on l'oublie, cette petite de 13 ans, parce qu'elle ressemblait à sa mère et à son père, et sa mère a décidé de la maltraiter. Enfin bref, D'accord. ça me touchait beaucoup. Bon, venons-en à la question pour On parle auto, Christian. Oui. Alors, Monsieur Moreau m'avait envoyé un message parce que je m'étais renseigné par rapport au leasing social. Et ça m'a énervé parce que j'ai ma grande qui fait du domicile, a fait à peu près une centaine de kilomètres jour, parce qu'elle s'occupe des personnes âgées. Et le problème, c'est qu'elle a un salaire de 1 400 euros. Ouais. Et le leasing social, je me suis renseigné. Alors là, à tomber, ça m'a énervé parce que c'est une fumisterie totale. On a un déficit public et ils se permettent de faire croire aux gens pauvres qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui sont de la classe ouvrière, de faire croire qu'ils vont rouler pendant 3 ans avec une belle voiture, alors qu'au bout de 3 ans, il faut la rendre avec 30 000 kilomètres et vous n'avez pas le droit de racheter le leasing. Ça, c'est Citroën qui me l'a confirmé. Et vous ne pouvez pas cumuler un deuxième leasing social. C'est vrai. Moi, ce qui m'agace un peu, c'est au niveau des constructeurs. Par exemple, ma compagne qui a une Dacia Sandero, ma femme, on a mis 6 ans pour la payer en donnant 250 euros pour mois pour un montant de 13 000 euros. Je trouve que les constructeurs, le jour qu'il va falloir qu'ils se mettent à faire des voitures au-dessous de 10 000, il y a toute ma classe sociale ne touche que 1600, 1800, 1400. Mais oui, mais vous avez raison, Christian. Ouais, et alors, pour revenir, on finit avec le leasing social. Vous dites effectivement, on est limité. Alors, il faut faire un certain nombre de kilomètres pour y avoir droit, mais il faut pas en faire trop, parce que si on en fait trop, à la fin, quand on rend la voiture, on va vous compter des kilomètres supplémentaires. 10 000 kilomètres par an, c'est pas beaucoup pour les gens qui travaillent avec leur véhicule. Il faut penser aussi à la remise en état du véhicule. Vous devez rendre une voiture impeccable et une rayure. Voilà, en général, si vous n'avez pas un ami qui est carrossier, on vous le facture au prix fort. Donc il y a ça. Et puis il y a autre chose qu'on oublie complètement, il faut l'assurer, la voiture. Et souvent, l'assurance du véhicule coûte aussi cher que le leasing social. Donc de dire ça permet aux plus modestes d'acquérir un véhicule électrique, c'est une fumisterie. Parce que en plus, quand on est modeste, en général, on n'a pas une maison individuelle où il y a la possibilité d'avoir une borne de recharge. Donc si vous habitez dans des grands ensembles où il n'y a pas de borne de charge, où il faut aller charger à, faire plusieurs kilomètres parfois pour aller trouver une borne de charge, vous êtes obligé le soir d'aller brancher votre voiture et puis quand elle est chargée, d'aller la débrancher parce que sinon vous allez payer du stationnement qui va être cher. Donc, vous voyez, en fait, si on prend vraiment des gens qui ont des moyens très faibles, le leasing social, c'est pas pour eux. Donc c'est. Mais c'est parti pourtant d'un bon sentiment. Hein. On est d'accord, ça part d'un bon sentiment, mais le vrai problème, et Christian vient de le dire, c'est que les voitures sont beaucoup trop chères. Souvenez-vous, on pouvait, il y a 15 ans, acheter une Dacia Sandero GPL avec l'aide de l'État qui était 2 000 euros à l'époque pour 5 990 euros. Il y a combien de temps ? Il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on achetait une Dacia Sandero GPL pour 5 990 euros. Aujourd'hui, la voiture la moins chère sur le marché, elle est à 15 000 euros. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? On a pris 9 000 euros. Monsieur Moreau, vous savez, moi, par exemple, je fais Sainte-Angoulême tous les jours. Alors, vous êtes venu au salon de l'auto. Oui, on est allé à Angoulême pour le... ça vous fait quand même pas mal de route, mon bon monsieur. Hein. Oui, je fais 150 km jour. Ouais, 75. Alors, j'ai un salaire, je vais pas vous mentir, de 1 600 euros. Je suis passé sur la LIF et mon banquier, qui est gentil comme tout, m'a autorisé de faire un crédit sur 7 ans pour la payer. D'accord. Et c'est un modèle d'occasion parce que c'était une voiture à 17 000. Ouais. Et le problème, c'est que je lui en fais beaucoup. Je roule normalement, mais je sais que j'ai fait mes calculs sur 7 ans. Est-ce que la batterie a... Vous voyez, c'est à notre niveau de classe sociale, et tout autour de moi, c'est ça. Les gens, même moi, je vous le dis, je me demande, là, par exemple, je suis sur une place,
Les voitures récentes, il n'y en a pas tant que ça. Non, on voit mais des voitures... Non, mais bon, il y a mais ce qui explique aussi le boom des voitures d'occasion. Ce qui explique le boom des voitures d'occasion. On n'a plus les moyens d'acheter des voitures neuves. Alors pourquoi les voitures neuves ont tant augmenté? Bon, les constructeurs ont leur part de responsabilité. Ils ont augmenté leur marge. Donc ça, ils vont pas en parler beaucoup. Sous couvert de pénurie de composants électroniques, pénurie de matières premières, ils en ont profité pour augmenter leur marge. Donc les prix des voitures ont beaucoup augmenté. 27%, c'est énorme. C'est pas neutre. L'Europe est responsable aussi. L'empilement des normes, tous les trucs là. À chaque fois que je fais un essai, je vous dis heureusement il y a un bouton pour enlever les aides à la conduite. Je vais dire le mot, tant pis, je suis grossier, à la con, mais c'est exactement ça. Mais ça coûte entre 1000 et 1500 € par voiture. Donc voilà, à force de faire ça, l'automobile qui était, on va dire, un bien de consommation va devenir un luxe. Ah bah c'est clair. En tout cas, on voulait vous remercier Christian parce que c'est important d'appuyer très important aux endroits où il faut appuyer pour que ça fasse mal le pavé à nos dans dirigeants. La mare. Voilà. Et puis surtout, vous le savez, sur Sud Radio, on parle vrai et on voulait vous donner la parole parce que oui, il y a de plus en plus de personnes qui ne peuvent pas même avoir accès à ce leasing social, même. Voilà, ça devient compliqué. Merci beaucoup. On va parler voiture d'occasion, justement. Avec une 2008, on va en parler avec notre invité. Il s'agit de Julien Berthaud, qui est journaliste à caradisiaque.com et qui vous rejoindra pour faire cet essai, l'ami Jean-Luc. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et pour ceux qui ne sont pas encore habitués, qui rejoignent et on parle auto depuis le début de l'année septembre, là, en me disant « Oh, mais c'est nouveau ça !» Oui, on va dire une semaine sur deux, l'ami Jean-Luc essaie un véhicule neuf ou essaie un véhicule d'occasion suite à beaucoup de demandes de ceux qui nous écoutent régulièrement depuis presque 5 ans. 3 fois plus de véhicules d'occasion en France que de véhicules neufs. Donc c'est bien de faire un petit point sur les véhicules d'occasion qui sont quand même beaucoup plus accessibles. D'ailleurs, la voiture dont on va parler maintenant, le Peugeot 3008, on peut en avoir à partir de 3000 €. Et vous êtes maintenant tous les 15 jours avec nos amis de chez Caradisiaque. Exactement, on est avec Manuel Caillot. Bonjour Manuel. Manuel Caillot, bonjour Manuel. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc et bonjour aux auditeurs bien sûr. Et alors aujourd'hui, on s'intéresse à un petit SUV, le premier petit SUV d'ailleurs de Peugeot, qui était... Exactement, oui. Qui est sorti pour concurrencer le Renault Captur qui est sorti juste un tout petit peu avant, qui était, on va dire, un pas timide du côté des SUV pour Peugeot, parce qu'il était encore mi-break, mi-SUV, un peu cette première génération de 2008. Voilà, la 2008. C'est ça, il s'agit du 2008. Oui. C'est vrai que quand il est sorti, on lui a trouvé un profil plutôt de break surélevé plutôt que de vrai SUV, mais ça s'est amélioré au restylage. Au restylage, il a été un petit peu musclé, il a eu vraiment un look un petit peu plus SUV cette fois-ci. Ouais. D'accord. Production de quelle date à quelle date cette première génération de 2008 ? Alors, il est arrivé en 2013 et la fin de commercialisation, c'était 2019 avec l'arrivée de la deuxième génération de 2008. Et il a été produit à un petit peu plus de 1 350 000 exemplaires quand même, un gros succès. Donc, on en trouve beaucoup en occasion aujourd'hui. Qualité du véhicule, pour commencer, qu'est-ce qu'on aime sur cette voiture ? Ce qu'on a aimé, c'est vraiment son toucher de route un petit peu. C'est une Peugeot. Ça avait beau être un véhicule surélevé, il y avait quand même cette qualité de conduite, de tenue de route, quelque chose de très dynamique, très typique de Peugeot encore aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Confort, puis, confort également, oui. Oui, alors dynamique, mais pas inconfortable pour autant, effectivement, très confortable. Et puis, quand même, des aspects pratiques qui étaient bien étudiés, avec en particulier, c'est un des rares SUV à avoir, quand on rabat la banquette, un plancher, mais parfaitement plat, pour pouvoir transporter quand même des choses assez facilement. Bon, à l'inverse, qu'est-ce qu'on regrette sur ce véhicule ? Alors, il y a eu toute cette polémique sur le 2008 comme sur la 208 juste avant lui, qui avait adopté le fameux e-cockpit avec le petit volant à mes plats, l'instrumentation haute qui était au-dessus, l'écran qui était tourné vers le conducteur, mais avec une ergonomie un peu différente de d'habitude et qui convient pas à tous les gabarits conducteurs en fait. C'était ça un peu le problème. Il y a certains, quand on est un peu grand et puis qu'on règle le volant comme on aime, ça cache un petit peu les compteurs. Ce qui est un peu gênant, surtout qu'il y a quelques radars automatiques au bord des routes et pas voir les compteurs, ça peut être gênant. Ben oui. Donc il faut adapter sa position de conduite, mais en général, c'est vrai qu'on dit c'est plutôt à la voiture de s'adapter et pas au conducteur. Mais bon, ça n'a pas empêché le 2008 de bien se vendre, donc c'est que il y a pas mal de personnes qui sont passées au-dessus quand même. Bon, quelles offres il y avait en matière de motorisation sur ce véhicule ?
Parce qu'il y a eu un paquet de moteurs, hein, finalement. Alors, oui. Alors énormément, là le choix a été vraiment très très large. On va commencer par les diesels. Alors il y a eu un tout petit diesel au lancement qui était le 1,4 litre HDI 68 chevaux. Pas un mauvais bougre, hein. Pas un mauvais bougre, mais bon, c'est uniquement conduite en ville par exemple, hein, parce que sortie de la ville, c'est vraiment pas conseillé, ça manque de puissance évidemment. Diesel en ville, bonjour l'encrassement, donc plutôt oublié si vous faites de la ville. Hein. Après, il y a eu les fameux 1,6 litre IHDI en début de carrière, qui étaient en version 92 chevaux et 115 chevaux. Ils sont pas des mauvais moteurs pour le coup, et ils ont été ensuite remplacés par les plus modernes 1,6 litre Blue HDI. Vous savez, c'est avec ce fameux système anti-pollution à base d'AD Blue là, de durée. Et ensuite, en fin de carrière, il y a eu le tristement célèbre 1,5 litre Blue HDI qui manque un petit peu de fiabilité. Et puis en essence, pas mal de choix aussi. Il y a eu des moteurs au départ qui étaient des 1,2 litre iVTI ou 1,6 litre VTI. Des moteurs un peu... le 1,6 litre VTI, c'est un moteur d'ancienne génération, très gourmand, voilà. Mais c'est parmi les plus fiables. Et puis, bien sûr, il y a eu le 1,2 litre PureTech. Voilà, je vous entends rigoler, Jean-Luc, mais on est obligé de se moquer. On est obligé. Non, mais alors, le paradoxe, et il y a des auditeurs qui parfois me le font remarquer, le paradoxe, c'est que quand ce moteur est sorti, la presse l'a encensé, parce que c'est vrai que c'était un excellent moteur à utiliser. Il a été élu, je crois, 2 fois moteur de l'année. Il consommait peu, il marchait bien, il était bourré de qualité. Juste à partir de 50 000 km, il a commencé à montrer ses faiblesses. Et depuis, je ne vais pas vous refaire l'historique du PureTech, mais c'est vrai que ça a été un petit peu, on va dire, une punition, ce moteur. Bah oui, tout à fait, avec sa fameuse consommation d'huile et puis la courroie qui se désagrège, avec les risques qui vont avec. Donc c'est un moteur, malheureusement, c'est en occasion, c'est celui qui est le plus présent en fait. Donc quand on veut acheter un 2008 essence, on va essentiellement tomber sur ces annonces-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on zappe complètement? Est-ce qu'on préfère prendre un diesel, un IHDI par exemple? Pourquoi pas si on fait beaucoup de kilomètres? Mais on peut aussi, moi je vais peut-être me faire hurler dessus, mais pourquoi pas un 1,2 litre PureTech à condition vraiment de contrôler que l'historique est limpide, que les rappels éventuels ont été effectués, et ensuite de le surveiller comme le lait sur le feu et de faire vraiment tous les entretiens comme il faut, avec quand même un avantage du coup, c'est que sa mauvaise réputation fait qu'on peut négocier les prix et qu'on peut l'acheter vraiment pas cher. On peut le payer très peu cher. Mais alors, il faut éviter, si vous voulez un PureTech, si vous êtes typiquement dans une grande métropole et que vous faites beaucoup de bouchons, à éviter. Hein. Ça, c'est ce qui rend malade le PureTech aussi. Mais il change la courroie maintenant, hein. Oui, non, mais même au-delà de ça. Quoi. Alors, il y a des rappels, il y a des rappels qui ont été faits. Il y a une extension de garantie. Peugeot a quand même pris le taureau par les cornes à un moment donné, récemment, malheureusement. Ma petite sœur qui a une 2008, extension de garantie 10 ans et 175 000 km. Oui, non, mais les préconisations de changement de courroie ont été raccourcies, déjà, par rapport à ce qu'était. L'huile a été modifiée. Total a fait une nouvelle huile qui évitera de désagréger les courroies de distribution, ce qui est quand même beaucoup mieux. Mais il n'y a pas que ça comme problème sur le 1 litre de PureTech. Hein. Comme je vous disais, si vous faites des bouchons de l'embouteillage, c'est la mort presque assurée. Côté budget, aujourd'hui, un 2008 première génération, ça oscille de combien à combien ? Alors, on le disait, hein, effectivement, à partir de 3 000 €, on a des offres, mais bon, avec des kilométrages qui sont exceptionnellement élevés. Hein, on a plus de 200 000 km, parfois même plus de 300 000 km. Hein, les HDI peuvent y aller. Hein, les moteurs diesel IHDI sont plutôt fiables, ils peuvent aller loin. Donc, on peut avoir un modèle en bon état, bien entretenu pour, on va dire 4 000, 4 500 €. Et puis ensuite, ça monte, même si les décotes, vu la réputation du PureTech sur les essences, les prix sont quand même 10 à 15% moins élevés que pour la concurrence. Et ça monte jusqu'à gentiment 17 000 € sur les derniers modèles, les modèles 2019, qui sont essence ou diesel à moins de 80 000 km. Donc il y a quand même une variété de budget qui va de 4 000 €, on va dire, jusqu'à 17 000 €. Il y en a pour toutes les bourses. Il faut bien trier les annonces, en fait, c'est ça. Il faut s'assurer que le véhicule a été bien suivi,
Ça, c'est le plus important, qu'il a été bien entretenu tous les ans chez Peugeot. Si on est sorti du réseau pour l'entretien, c'est vraiment un mauvais point, parce que s'il arrive quoi que ce soit sur les moteurs, qu'ils soient essence ou diesel, Peugeot s'en lave les mains. C'est surtout ça qu'il faut surveiller. D'accord. Bon, j'imagine, comme il y a plus d'1 million, 1 million 500... Combien on a dit tout à l'heure, 1 500 000, c'est ça, qui sont sortis, donc 1 350 000 exemplaires. 1 350 000 exemplaires. Donc il y a pléthore d'annonces sur la centrale. Donc je vous inviterai à aller jeter un œil sur la centrale. Et oui, sur la centrale, il y en a plus de 2000 en ce moment. Oh bah alors là, oui, bon, ça va. On a du choix même dans les coloris. Et privilégier les finitions hautes, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez commencer à vous habituer en écoutant cette chronique. Privilégier les finitions hautes, parce que finalement, vous faites une meilleure affaire, puisque le différentiel de prix du départ, vous ne le retrouvez pas sur le véhicule d'occasion. Ouais. Eh bien, merci faut éviter beaucoup. L'entrée de gamme, plutôt privilégier Allure ou les hauts de gamme GT et tout ça. GT Line, oui. Merci. Manuel Caillot était avec nous pour Caradisiac et cette chronique sur les voitures d'occasion. Bon week-end. Allez, à suivre, on va parler de la Poste qui, elle, ne va pas acheter des voitures d'occasion, mais qui rétrofite certaines voitures. On en parle en détail dans quelques instants. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on va parler effectivement avec la Poste de cette nouvelle politique, puisque la Poste adopte des véhicules rétrofités. Bonjour Jean-Jacques Séraph. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Alors, bonjour, comment allez-vous? Nous, on va bien. J'avais l'impression qu'on vous entendait pas très très bien. Je sais pas où est-ce que vous êtes caché là. Non, ça va. Moi, je vous entends bien. Voilà, ça y est, on vous entend bien. Alors, Kinomic déjà. C'est quoi? Expliquez-nous rapidement. Eh bien, Kinomic est la société du rétrofit en France, notamment spécialisée sur le rétrofit de véhicules utilitaires légers de manière industrielle. Alors le rétrofit, juste pour rappel, bien entendu pour vos auditeurs, c'est le changement d'un véhicule thermique que l'on va rétrofiter en électrique 100%. Donc on change toutes les pièces, on remplace le moteur thermique, l'échappement, la boîte de vitesse par un système de batterie et de motorisation qui permettent de rendre le véhicule 100% électrique. À la Poste, je crois que c'est plus de 45 000 véhicules. C'est une des premières flottes en France. Pourquoi est-ce que la Poste se décide à rétrofiter des véhicules? Ils peuvent pas acheter des électriques directs? Alors, bien entendu, la Poste achète tous les ans des véhicules électriques neufs, mais également c'est une solution innovante qui est responsable, puisque lorsqu'on rétrofite un véhicule, on ne change pas l'intégralité du véhicule, on baisse donc les émissions, les gaz à émissions de serre de 56% par rapport à un véhicule neuf, et ça permet de déployer très rapidement, puisqu'il suffit d'un intervalle de maximum 1 mois porte à porte pour rétrofiter un véhicule de thermique en électrique, et donc ça contribue à l'allongement de la durée de vie des véhicules et à la décarbonation de la flotte par la même occasion. Donc c'est très intéressant pour les grandes flottes du type de celle de la Poste. Je sais, quand on avait parlé ensemble avec Kinomic de rétrofit de véhicules, un des intérêts c'était de conserver, pour des véhicules qui sont spécifiquement équipés, de conserver tout l'équipement intérieur qui peut valoir aussi cher que le véhicule, de le rétrofiter, donc de le passer en électrique, et au final d'avoir un véhicule globalement remis, on va dire, à neuf, qui coûte beaucoup moins cher que si on achetait un véhicule électrique et qu'on le fasse équiper de la même façon. Oui, donc, vous avez tout à fait raison. Donc c'est ce genre de véhicule que vous rétrofitez pour la Poste ou pas? Alors, ça peut être... Alors, vous avez raison, le fait d'avoir des aménagements spécifiques est un argument supplémentaire pour le rétrofit, puisque l'aménagement, comme vous le dites très bien, a une valeur importante, quelquefois équivalente au prix du véhicule. Et donc, si on rétrofite et qu'on change intégralement le véhicule et qu'on lui donne une seconde vie, on garde l'aménagement et on permet donc de l'amortir sur une plus longue durée. En ce qui concerne la Poste, les aménagements sont plus réduits, puisque souvent les véhicules
courriers, vous savez, n'ont pas énormément d'aménagement. Mais il y a également des véhicules ateliers à la Poste, il faut le savoir également, pour des entretiens, etc. Donc il y a tout type de véhicules. Mais là, comme je vous l'ai mentionné, l'intérêt environnemental est également très important et la flexibilité de l'offre qui permet d'utiliser cette offre très rapidement de convertir un véhicule thermique en un véhicule électrique. Mais juste, j'ai envie de dire, moi ça tombe sur le bon sens en fait. Arrêtons de vouloir acheter des voitures neuves à chaque fois. Dans cette époque que l'on vit, c'est bien de rétrofiter des véhicules. Je trouve ça plus intelligent et plus de bon sens. C'est du bon sens paysan en fait. Alors vous dites même qu'il y a une réduction de 56% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'acquisition d'un véhicule électrique neuf. T'imagines ? Vous le gagnez où ? Eh bien, on le gagne tout simplement parce que dans le cadre du rétrofit, on ne doit pas reproduire tout l'acier de la carrosserie ou du châssis du véhicule. Donc, bien entendu, là, l'offre est très intéressante parce que elle permet de sauvegarder tout ce gaz à effet de serre. Et par ailleurs, il est à noter également que le moteur thermique qui était dans le véhicule va être transformé en ce qu'on parle de pièces de réemploi ou même de remanufacturing, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les utiliser par ailleurs comme composants seconde main sur d'autres véhicules. D'accord. C'est-à-dire que c'est vous, Kinomic, qui récupérez aussi les moteurs thermiques des véhicules que vous allez rétrofiter et que vous dépolluez, que vous enlevez comme on le fait dans les VHU, les anciennes casses ? Absolument. On les enlève, on les récupère et on a des partenaires du type Stellantis Sustenera, qui est la filiale de Stellantis pour l'économie circulaire et le réemploi et le remanufacturing de pièces détachées, va nous permettre donc d'avoir ce cercle vertueux qui est très intéressant également au niveau du rétrofit, puisque là on est en plein dans l'économie circulaire. Ouais. Bon, ça peut pas marcher pour tous les véhicules parce que en fait, en passant avec le rétrofit, en passant à l'électrique, on a moins de polyvalence qu'un équivalent diesel. On peut pas faire 2500 km dans la journée. Vous me direz déjà, pour faire 2500 km dans la journée, c'est un peu compliqué. Mais les caractéristiques en fait de ce rétrofit, c'est quoi ? Quel type de moteur, quel type de batterie, pour quel type d'usage ? Alors c'est très simple, ce sont les mêmes batteries ou moteurs ou composants que le véhicule neuf de chez Stellantis équivalent. Donc ce sont des batteries 75 kWh qui donnent si vous voulez, en cycle mixte qu'on appelle WLTP, qui est la norme qu'on utilise pour donner l'autonomie de plus de 330 km. Donc vous voyez, on est sur une belle autonomie sur les véhicules utilitaires. Je rappelle que ce sont des véhicules qui reviennent souvent à leur point de charge, notamment les véhicules de la Poste, et donc ils sont rechargés pendant la nuit. Et 330 km, ça va bien au-delà de la tournée d'un facteur qui est plutôt de l'ordre d'une grosse centaine de kilomètres. Ouais. Jean-Jacques Seraf, excusez-moi, est-ce qu'on parle que des véhicules utilitaires de la Poste ou est-ce que vous avez aussi des contrats à venir sur les scooters électriques ou les vélos électriques ? Alors, il y a d'autres partenaires qui font également les deux roues, je tiens à signaler. On n'a pas le monopole du rétrofit puisqu'il y a d'autres segments, vous avez raison, notamment les bus également, les deux roues, les scooters, et effectivement avec des utilisations très vertueuses également. Dans le véhicule utilitaire, ce qui est intéressant, c'est particulièrement de pouvoir aider les professionnels et les flottes à décarboner dans l'objectif de la loi l'homme qui nécessite d'électrifier les flottes à moindre coût quand même par rapport à un véhicule neuf et en gardant l'aménagement des véhicules comme vous l'avez signalé également. On n'a pas parlé de l'autonomie, vous ne nous avez pas donné le chiffre. Qu'est-ce qu'on a comme autonomie ? Ah si, vous l'avez donné ? 330, pardon. 330 km WLTP mixte, c'est-à-dire en usage mixte, mais on est à plus de 460 km en usage urbain. Donc vous voyez, c'est des très belles autonomies dans le monde de l'utilitaire où ce sont des véhicules qui sont effectivement amenés à se déplacer chez les clients ou à faire ce qu'on appelle de la livraison de colis. Donc c'est largement suffisant pour la plupart des cas d'usage. D'accord. L'entretien se fait, parce que j'imagine, il n'y a pas de garage, vous ? Alors non, mais comme mentionné, on a des pièces qui sont des pièces du réseau Peugeot, Citroën, puisque ce sont des pièces Stellantis. Donc les réseaux Stellantis sont tout à fait habilités à faire l'entretien des véhicules. Également, nous sommes en partenariat avec le réseau Feu Vert en France qui permettent également de faire l'entretien des véhicules. J'ai une question, moi, Jean-Jacques Serrat, vous qui êtes de Kinomic, qui rétrofité donc les véhicules de la Poste. Est-ce qu'il y a quand même des voitures que vous ne pourrez pas rétrofiter ? Alors, je vais essayer de poser la question plus clairement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des véhicules sur le parc de la Poste qui sont trop anciens, qui ne pourront pas y participer ?
Alors oui, on a une gamme de véhicules qu'on peut rétrofiter à l'heure d'aujourd'hui. Ce sont notamment ce qu'on appelle les Jumpy, les Experts, Vivaro et autres, qui va s'étendre de mois en mois, d'année en année. Donc on va avoir de plus en plus de véhicules disponibles au catalogue. Mais aujourd'hui, effectivement, on ne rétrofite pas toutes les gammes. Mais voilà, très rapidement, vous verrez dans les prochaines semaines des véhicules nouveaux qui arriveront dans la gamme Kinomic pour le rétrofit de véhicules utilitaires. Bon, la question que tout le monde se pose, tous ceux qui écoutent, combien ça coûte Écoutez, ça coûte en tout cas de façon à être plus vertueux et plus économique qu'un véhicule neuf. Donc on est aux alentours de 40% inférieur au coût d'un véhicule neuf. Donc ce qui est quand même très intéressant également économiquement. On va être avec les aides autour de 24 000 € pour une grande flotte, mais on pourra tomber aux alentours de 15 000 € avec des aides complémentaires pour les petites entreprises. Et ça, c'est très important. Il y a des aides, notamment l'aide de l'ADEME Tremplin, qui sont intéressantes pour les véhicules rétrofités et qui permettent donc de diminuer le coût aux alentours de 15 000 € restant à la charge de la société, et de la société, effectivement. Et ça, c'est très intéressant, notamment pour les artisans qui nous écoutent ou pour les petites entreprises qui souhaitent justement garder leur véhicule plus longtemps et en même temps passer à l'électrique. Donc c'est un. Mais ça marche aussi, même pour un artisan qui a juste un véhicule ou qui a 2 véhicules, pas plus. Ça marche pour les toutes petites PME. Oh, génial. Voilà, la même technologie, la même approche que pour la Poste fonctionne pour les petites entreprises avec des aides qui sont très intéressantes et qui permettent donc à partir de 15 000 € de pouvoir changer son véhicule et lui donner une seconde vie et de repartir pour 7, 8, 10 ans très facilement avec un véhicule neuf, pratiquement remis à neuf. Voilà. Top. Donc ça c'est très bien et j'encourage donc les artisans à nous contacter. On fera les démarches avec eux pour toutes les aides. Bon. Allez hop, la pub. Alors les 30 secondes de pub sur Sud Radio. Bon, merci Jean-Jacques Séraph, directeur général de Kinomic Mobilities. Rétrofiter la Kinomic, publicité. Ça s'écrit QINOMIC pour ceux qui veulent donc rentrer en relation. Et ce sera 10% pour l'ami Jean-Luc. Merci beaucoup, on vous taquine. Jean-Jacques Séraph de Kinomic. Merci d'avoir été avec nous et nous avoir expliqué tout ça. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back2Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Et nous avons eu un mail de Sylvie, alors qui est un peu timide, nous a dit « Je ne veux pas passer à l'antenne, donc je vais être Sylvie aujourd'hui ». Sylvie nous a écrit sur je parle auto @orange.fr, n'importe quoi. Vous envoyez un mail à jeparleauto@sudradio.fr. Vous mettez bien on parle auto. Non, je vais pas y arriver. Alors, je recommence tout. Non. Je participe @sudradio.fr. Ça, c'est parce qu'il y a Jean-Marie Bardru qui vient d'arriver dans le studio. Et du coup, j'ai été complètement perturbée. Donc, vous nous envoyez un mail à je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien on parle auto dans le mail, dans l'objet et toutes vos coordonnées. Sylvie nous a posé une question simple. Courte, Est-il interdit de conduire avec un animal sur les genoux ? La réponse, tout le monde la connaît. Je dirais oui, moi. Évidemment, oui, c'est interddi. Même si c'est une biche que vous venez de rencontrer, qui faisait du stop au bord de la route, voilà. Non. Vous n'avez pas le droit de conduire avec son chien, son chat, son lapin, son serpent, son enfant, son cochon d'Inde. Alors, enfant, moi j'en ai vu avec des enfants. Non, mais là, l'enfant n'est pas considéré comme un animal. Oui, mais même, normalement, on doit rien avoir sur les genoux. Non, on doit rien avoir sur les genoux. Même le cochon d'Inde, imaginez, ça freine fort. Le cochon d'Inde tombe par terre, il est sous la pédale de frein et pas le chien. Donc, vous voyez, donc c'est pas possible. Non, on n'a pas le droit. Un animal, même si c'est un chat gentil que vous laissez sur la plage arrière, doit obligatoirement être attaché ou dans une caisse de transport. Aujourd'hui, il y a tout un tas. Aujourd'hui, il y a tout un tas d'accessoires qui permettent d'attacher son animal. Comme par exemple les filets qui permettent de séparer l'arrière et l'avant. Il y a les filets où pour un chien à l'arrière, vous avez des harnais qui se bloquent dans les ceintures de sécurité. Donc, ce qui évite au chien de venir conduire à votre place. Oui. Surtout qu'on ne sait pas la réaction d'un animal, même si on l'a habitué depuis tout petit.
petit. Complètement. Donc, Puis vous savez, de toute façon, vous pouvez être sanctionné. Il y a le fameux article qui s'appelle R412.6 du Code de la route dont on parle souvent. Vous devez être en mesure de réaliser toutes les manœuvres et gna 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 gna. Le truc, vous voyez. Alors, si vous faites arrêter par un policier, vous ne dira pas gna gna gna. Hein. Vous devez être en mesure d'effectuer toutes les manœuvres nécessaires. Voilà. Donc, ce texte général permettra d'être sanctionné si vous avez un animal sur les genoux. Donc, ça vous coûtera 35 €. Vaut mieux. Et puis non, pour la sécurité de tout le monde, il vaut mieux éviter de conduire avec un animal sur les genoux. Vous allez me dire, oui, il y a souvent des ânes au volant. Mais alors ça, c'est une problématique différente. Très sans forme, l'ami Jean-Luc. Merci beaucoup pour ça. Mais je vous en prie, voilà. Ce n'est on plus a le On parle droit auto. d'avoir des chevaux sous le capot, mais pas de chiens sur les genoux. Cette émission ne s'appelle plus On parle auto, ça s'appelle La ferme de Jean-Luc Moreau. Merci beaucoup. Allez, dans quelques instants, ce sera le retour de l'info sur Sud Radio. Il sera 11h encore en heure d'été, puisque je vous rappelle que demain, eh bien, on gagne une heure de sommeil. Hein, donc voilà, il faut bien en profiter. Ce ne sera pas tout à fait la même heure à 11h. J'adore me mélanger les crayons avec ça, moi. On va parler des pneus hiver dans la deuxième heure. On va parler de comment entretenir les cuirs de notre voiture. Les projets de loi, alors là, c'est tout et n'importe quoi. On fera un point. On fera un point et on va avoir besoin de beaucoup de temps. Restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio. Merci d'écouter On parle auto. On revient juste après l'info. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous sommes heureux de vous retrouver, de vous accompagner sur cette seconde heure d'On parle auto. Merci d'être avec nous également. Alors on l'a un peu préannoncé, hein, on va s'occuper de nos pneus parce qu'il est temps. Exactement. Tiens, alors avant, on va faire un petit test, Laurence. Oui. Là, il est 11h03. Oui. La semaine prochaine, à cette heure-là, il sera combien? Vous allez me dire, il sera 11h03. 11h03. Eh bien, c'est gagné, elle n'est pas tombée dans le piège. Mais non, parce qu'on va changer d'heure la nuit prochaine. On va gagner une heure de sommeil. C'est-à-dire quand il sera 3h du matin. 2h, voilà, exactement. Donc on va pouvoir faire la fête plus longtemps ce soir. Je vous rappelle que vous nous avez invités tous à aller faire une grande fête chez vous. Et pourquoi on parle de ça? Parce que c'est la date qu'on prend en général pour faire le changement entre les pneus été et les pneus hiver. On vous expliquera pourquoi. Et puis Goodyear a surtout édité un petit guide. On en Et parlera c'est de ça qu'on parlera en détail. Mais on ne va pas parler que de cela, évidemment, vous l'avez bien compris. Nous avons décidé cette année aussi d'être des ambassadeurs du vrai et du bon cuir. Ouais, on va être cuir cette année. On va être très cuir. Tous faire cuir. On va être très très cuir cette année, voilà. Comment entretenir les cuirs de sa voiture, ce sera le sujet. Exactement, pour parler, dans la rubrique classique car, ceux qui ont des vieilles autos, alors à part les voitures populaires, mais qui étaient assez peu équipées de cuir à l'époque, tous les véhicules plus anciens, avant-guerre, il y avait pratiquement que ça pour faire les sièges des autos, c'était cuir ou cuir. Hein. Et puis après-guerre, c'est vrai que tous les véhicules un petit peu plus luxueux, avec des guillemets, étaient équipés de ces rayons cuir qui sont toujours là. C'est ça, en fait, moi, que je veux dire. Quand on nous dit le cuir, c'est pas écolo, quand 150 ans après, le siège est toujours, le cuir du siège est toujours bon. En général, faut plus changer le rembourrage que le cuir du siège. Je suis désolé. Il n'y a pas plus écologique et pas plus durable que du cuir bien entretenu. Et c'est ça l'objet de la rubrique, c'est comment on l'entretient. Et puis on terminera également avec tout ce qui s'est passé cette année, avec tous les projets de loi, on en est où. On fera un détail là-dessus. Et puis vous avez la parole aussi dans cette seconde heure, puisque vous pouvez intervenir au 0826 300 300. Je rappelle à tout le monde l'adresse pour nous écrire. N'hésitez pas, je participe @sudradio.fr. Vous mettez On parle auto dans l'objet et vous mettez bien toutes vos coordonnées, y compris votre numéro de téléphone. Allez, on parle pneus, c'est tout de suite, ça débute maintenant. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Et nous accueillons le directeur commercial France de Goodyear. Il s'agit de Louis Pignat. Bonjour Monsieur Louis. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Alors, bonjour Louis. Normalement Louis, il a un nom beaucoup plus grand. Ouais, il a un nom allez, on plus, se fait plaisir. Ouais, non, Louis Pignat Diego de Pignat. C'est beau en plus. C'est très bien comme ça. Ça vient d'où, d'Espagne ou Portugal. Portugal, très beau. Bon, parfait. Donc, alors, on va pas aller au Portugal, on va rester en France, avec ce changement d'heure, date retenue pour la permutation des pneus été et pneus hiver. Alors, pourquoi déjà on passerait des pneus hiver? Quel intérêt à mettre des pneus hiver sur son véhicule? Eh bien, alors l'intérêt numéro 1, c'est bien évidemment l'adhérence. C'est l'adhérence qu'on est en train de travailler quand on passe en pneu hiver.
puisqu'ils sont fabriqués à partir de mélanges plus souples, qui vont rester beaucoup plus flexibles à des températures même en dessous de 7 degrés. Donc c'est l'intérêt numéro 1. D'accord, donc c'est pas forcément les gens qui vont rouler dans des zones montagneuses où il y aura de la neige, c'est juste ceux qui auront un peu frais le matin quand ils rentrent de boîte de nuit, c'est ça? Alors, on dit souvent par erreur des pneus neige, et justement c'est ce qu'on cherche un petit peu à éduquer. Ce sont bien des pneus hiver, puisqu'on parle de température, on parle de sol froid, on parle de sol verglacé, on parle d'humidité, et pour ça, la technicité du pneu hiver, ou dans des zones non concernées par la montagne, le pneu toute saison, c'est la réponse idéale pour ces situations-là. Bon, vous avez édité un petit guide, hein, les bonnes bases pour l'entretien des pneus hiver. On est très entretien aujourd'hui. Alors, quand on doit permuter ces pneumatiques, il ne faut pas les stocker n'importe comment. Là, je dois avouer que j'ai appris des trucs. D'abord, les nettoyer avant de les stocker. Ah bon, pourquoi ? Bien sûr. En fait, ce que l'on veut avant tout, c'est s'assurer que le pneumatique n'est pas endommagé. Donc, pour ça, on aime aussi rappeler l'importance du conseil du professionnel. Votre réparateur automobile saura vous orienter vers la meilleure solution et notamment vous proposer des solutions de gardiennage, ce qu'on appelle le tire hotel. Mais quelques principes de base, effectivement, nettoyer les pneus à l'eau savonneuse pour avoir un pneu propre et non endommagé, et les placer ensuite dans des sacs opaques, hermétiques, afin d'éviter le dessèchement du caoutchouc en réalité. Ah ouais. Un peu comme quand on met un aliment au congélateur, on le met dans un sac pour éviter le dessèchement, c'est la même chose. C'est le même principe, et dans la même veine, on conseille également de ne pas avoir le contact direct avec le béton afin de ne pas détériorer le pneumatique. D'accord. Il vaut mieux les mettre à plat. Voilà, j'allais vous dire, il ne faut pas les stocker n'importe comment non plus. Il vaut mieux les mettre à plat. Tout à fait, on ne va pas les stocker n'importe comment. Et là-dessus, il y a deux choses à savoir. Donc pour les pneus qui ne sont pas montés sur des jantes, on va les ranger verticalement. Donc là, on sent bien de les ranger debout. Ces pneus, on va faire en sorte qu'ils soient tournés légèrement tous les mois pour éviter les points de pression. Et pour les pneus qui sont montés sur des jantes, ceux-là, on peut les stocker horizontalement, donc à plat, en les empilant sur des piles de 4 maximum. Et là aussi, on va s'attacher à alterner la position toutes les 4, 5, 6 semaines. D'accord. Bon, comme c'est des pneus qu'on stocke pendant l'hiver, ils vont faire dodo, donc il faut les mettre dans le noir, sinon ils dorment mal. Tout à fait. On cherche à les stocker à l'intérieur, à l'abri de température, et effectivement, on évite le contact avec la lumière. Ouais. C'est la meilleure façon de les maintenir. Mais pour ça, votre professionnel est quand même le mieux habilité pour vous guider. Et je me souviens de Dominique Stemfeld, qu'on connaît bien, qui disait il y a aussi quelque chose qui détériore beaucoup les pneumatiques et que les gens n'imaginent pas, c'est les appareils électriques qui sont à proximité. Le frigo à proximité des pneus stockés, c'est pas du tout une bonne idée, par exemple. Alors ça, la science de Monsieur Dominique Stemfeld, que je profite pour saluer, est incroyable. Là-dessus, j'aurais besoin qu'il m'explique pourquoi. Ouais. Non, mais parce qu'en fait, il y a les champs électromagnétiques qui sont générés par les appareils électriques perturbent à l'intérieur du pneumatique. On a une structure métallique. Voilà. Bien sûr, une structure métallique qui peut être sensible à ça, bien évidemment. Ouais. Donc, et puis c'est l'ozone aussi qui est dégagé. En fait, c'est l'ozone qui est dégagé par les appareils électriques qui va attaquer, parce abîmer. Que si je me trompe, je vais me faire remonter les bretelles. Donc, et c'est l'ozone dégagée par les appareils électriques qui endommage le caoutchouc des pneus. Waouh! Vous voyez, j'ai appris plein de choses, moi. Ouais, moi aussi, j'apprends plein de choses dans cette émission, c'est formidable. Bon, on devrait avoir Dominique avec nous. Bon, il faut aussi penser... quand on roule avec ces pneumatiques, à les intervertir. Alors ça, c'est pas forcément facile. Comment alors attendez, recommencez tout là. Pendant que je roule, j'intervertis mes pneus. Non, vous arrêtez quand même, pas en roulant. Non, mais quand vos pneus sont sur la voiture, il faut penser à les intervertir, c'est-à-dire les pneus avant-arrière. Bon, évidemment, s'ils ont une voiture avec pas les mêmes dimensions de pneumatiques, c'est pas facile. Mais si c'est les mêmes pneus devant et derrière, il est conseillé de faire une permutation. Oui, c'est ce qu'on appelle la rotation. En fait, on va optimiser le kilométrage et les performances du pneumatique en faisant cette rotation régulière.
C'est-à-dire qu'on va échanger les pneumatiques entre les différentes positions avant, arrière. Là, vous avez raison, à condition que ce soit bien la même dimension et que ce soit possible, mais ça permet de préserver l'usure et de prolonger la durée de vie du pneumatique en réalité. Tous les combien à peu près? Goodyear recommande de permuter les pneumatiques hiver conformément aux directives du constructeur du véhicule. Voilà. Mais voilà, comme ça au moins c'est simple pour nous de vous répondre, mais en tenant compte du kilométrage parcouru. Mais une chose simple, à défaut, on le fait à chaque changement de saison et vous êtes bon sur la question. J'avais jamais entendu parler de ça. Faut écouter. On parle auto le samedi matin. Ouais, non, c'est bien. Quand j'ai pas besoin de les changer, on est d'accord. Moi, je viens de changer mes pneus là. Je viens de les changer au mois de juin. Donc ils sont pas usés. On est d'accord. Ils ont 2 mois et demi à peine et j'ai pas beaucoup roulé. Ça veut dire que là, par exemple, on va rentrer dans l'hiver. Il serait bon déjà que je les permute. Exactement. Ça permettra de faire durer vos pneus plus longtemps. Mais je ne savais pas, mais on apprend des choses. Non, mais sérieux. J'en ai appris un petit pneu, là. Ouais, bah oui. Alors, il y a le dernier point. Vous dites, vérifiez évidemment la pression des pneumatiques et la profondeur de la bande de roulement. Vous nous dites, dans votre guide, lorsque la profondeur de la bande de roulement est inférieure à 4 mm, on roule moins en sécurité. La profondeur minimum légale, c'est 1,6, c'est ça? Donc, 4 mm, vous cherchez pas à nous vendre des pneus par hasard? Vous seriez pas marchand de pneus, non? Alors, on va être très, très, très clair sur la question. Déjà, sur la vente des pneus, je conseille à tout le monde de passer ses commandes de pneus hiver parce que tous les ans, on assiste à la même chose. Oui. Les gens se ruent vers les points de vente au moindre coup de froid. Et ce sont des produits saisonniers qui sont produits pour la saison, donc vous avez régulièrement des ruptures. Donc notre façon de pousser les gens à commander leurs pneus est plutôt sur ce côté-là que sur la profondeur de la bande de roulement. Mais oui, on garde en tête en fait cette profondeur de 4 mm parce que c'est celle-ci qui permet d'être tout à fait sécure et sur l'utilisation de votre pneumatique dans des conditions hivernales. Bon, en tout cas, on a fait un sacré tour et alors moi j'ai appris des choses encore aujourd'hui. J'adore cette émission. Vous reviendrez la semaine prochaine. Je sais pas qui sont les animateurs de cette émission, mais franchement, qu'est-ce qu'on apprend. C'est bien. Bon, super. Louis Spina, merci beaucoup, directeur commercial France de Goodyear. On vous embrasse, on vous souhaite un très bon week-end et n'oubliez pas, demain on change d'heure. Et vous étiez avec nous et c'était un ravissement, Louis Spina, directeur commercial France de Goodyear. Dans quelques instants, et avant de vous parler de comment entretenir les cuirs de votre voiture, on vous accueille, c'est Jean-Jacques qui nous a écrit « Je participe @sudradio.fr » pour poser sa question. On l'a rappelé ce matin. Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Cette émission est la vôtre, vous le savez, vous nous suivez sur la page Facebook de Sud Radio, vous nous écrivez « Je participe @sudradio.fr » ou vous nous appelez au 0827 300 300. Et c'est au standard que l'on retrouve notre ami Jean-Jacques qui nous a écrit qui nous a écrit avant. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Alors, on vous écoute. Voilà, donc je voulais juste faire une aparté par rapport au changement des pneus, au basculement des pneus. Ouais. Bon, on m'avait même dit qu'il fallait les croiser. Oui, parfois il faut les croiser. Voilà. Donc le gauche avant, je le mets au droit arrière et inversement. Tout dépend si c'est des pneus directionnels, puisque là, il faut faire attention en les croisant, sinon vous en mettez un qui tourne dans le sens contraire. Donc il faut faire gaffe. S'il y a s'il y a une flèche sur le pneu qui indique le sens de rotation, faites attention. D'accord. Ok, alors... Okay. Mon sujet, moi, c'est donc je suis le propriétaire d'une Renault Arcana avec une hybridation légère. D'accord. Et pour dans un futur assez proche, je souhaiterais renouveler mon véhicule et j'aimerais passer maintenant sur de l'hybride rechargeable. Et malheureusement, Renault est pas dans cette optique-là. Lui, c'est plutôt des hybrides. Ouais, mais des hybrides qui marchent déjà bien. Alors pourquoi l'hybride rechargeable ? Vous avez un parcours particulier qui fait que la semaine vous seriez en électrique et le week-end en hybride ? Les petits parcours quotidiens pour aller jusqu'à chez le boulanger et compagnie. Là, si on pouvait faire tout ça en électrique totale, ça serait pas mal. Avec une autonomie de 60 km, 70 km et chez Peugeot. Il est loin votre boulanger.
Non, je vous taquine. et ma question, c'était si je veux rebasculer chez Stellantis, bon, mis à part les fameux 1 litre de PureTech, mais ils ont des hybrides rechargeables sur les. Alors, les vous voulez prendre du neuf ou de l'occasion? Non, de l'occasion. Ah, de l'occasion. Alors bon. et le fameux 1 litre 6 180 chevaux, est-ce que en fiabilité, c'est bien? Le 1 litre 6 180 chevaux en fiabilité, il est bien. Après, la version hybride rechargeable de la même motorisation, alors c'est pas le moteur, puisque si le moteur il est fiable dans la version essence, il va forcément être fiable sur la version hybride rechargeable. C'est plus le système de traction électrique qui pêche un peu. Il y a eu des rappels, et il y a eu des rappels pas pour rien, parce qu'il y avait des surchauffes de batterie, donc ils ont changé des packs batterie, ils ont reprogrammé des packs batterie. Il y a même eu des démarrages impossibles. Les gens arrivaient le matin, la voiture démarrait pas, ça marchait pas. Donc en matière de fiabilité sur l'hybride rechargeable, un Shrey, vous voyez, le fameux 220 chevaux total. Ouais, exactement. Le 225 chevaux, plutôt à déconseiller, alors que la version 180 chevaux, elle est vraiment bien. Mais par contre, ça va consommer un peu plus. Mais il n'y a pas d'hybridation, là. Il n'y a pas d'hybridation. Ah, là, il n'y a pas d'hybridation. Mais vous avez besoin... vous avez un Arcana, là. Donc, c'est un véhicule de taille moyenne. Pourquoi vous ne restez pas chez Renault et vous ne prenez pas un hybride leur système hybride, je vais vous dire, sur le Dacia, le Duster, la dernière version du Duster en hybride, là, avec la version 150 chevaux, on atteint des consommations qui sont... moi, j'ai réussi à faire du 4,5 litres. Donc, franchement, c'est ras des pâquerettes, quoi. Non, c'est sûr, oui, c'est sûr. Non, moi je suis descendu en Espagne, là je suis en Espagne actuellement en vacances, et j'ai fait 5 litres 2 en consommation avec de l'autoroute. C'est bien. Restez sur de l'hybride chez Renault, ils sont franchement bien. Oui, bon, voilà, il n'y a pas la prise. Il n'y a pas la prise, oui, ça c'est clair. Mais hybride rechargeable, tous les nouveaux modèles qui arrivent maintenant, là, franchement, il y a eu un saut qualitatif assez important. Mais sur les générations précédentes, on a essayé il y a 15 jours le C5 Aircross, donc qui existe en version hybride rechargeable, qui est vraiment une super auto. Là, pour le coup, sur ça, vous m'auriez dit je veux un véhicule neuf. C'est ça que je vous vendais entre guillemets, parce que il a un rapport prix-prestation et surtout un confort qui est extrême. Et c'était, je vous aurais dit, prenez ça les yeux fermés, allez-y. Mais sur les anciennes générations, Et c'est quel millésime le changement? Là, c'est les nouveaux qui viennent d'arriver. C'est septembre 2025. Tout de suite maintenant, là. D'accord, les 2024, c'est les anciennes. Alors après, je pourrais vous dire que j'ai un ami qui est chauffeur pour une grande société française au CAC 40 et qu'ils ont des hybrides rechargeables français, donc je tairai la marque pour pas dénoncer DS qui sont en panne tout le temps, quoi. D'accord. Voilà. Parce que sur le marché de l'occasion, chez Stellantis et notamment les 3008, il y a des prix. Il y a des bons coups à faire. Il y a des bons coups à faire. Non, mais on est d'accord. C'est un truc qui marche pas, donc il y a des prix, ça c'est clair. C'est l'objet de ma question. Bon. On vous fait des gros bisous et merci d'avoir posé la question. Merci Jean-Jacques. Pour Laurence, je suis originaire entre le Vercors et la Chartreuse. J'aime beaucoup. La Chartreuse, ça lui parle. Non, mais pas que, le Vercors aussi, parce que comme c'est une bonne descente aussi par là. On vous embrasse fort et merci beaucoup. Dans Vercors, il y a vert. Donc, il y a corps aussi. Encore. La réputation que l'on m'en fait. Jamais au volant. Et sauvez un vigneron, buvez un canon. Avec modération. Dans quelques instants, on va entretenir les cuirs de notre voiture. Et puis restez avec nous, parce qu'on fera un point sur les projets de loi automobile avec tout ce qui se passe en ce moment. On en est où? Qu'est-ce qui va se faire, pas se faire? On fera un point. On est très humour grinçant depuis le début de cette émission et on va continuer. Voilà. À tout de suite sur Sud Radio. Restom, fabricant français de produits haute performance pour restaurer vos véhicules anciens. Votre passion, notre savoir-faire. À découvrir sur restom.net. Restom présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. On va accueillir tout de suite Sophia qui est en charge du développement automobile chez Havel Saphir pour parler cuir. Qu'est-ce qu'Havel Saphir? Bonjour Sophia. Bonjour Sophia. Bonjour madame, bonjour monsieur. Non. Alors Laurence et Jean-Luc, madame, monsieur. Jean-Luc et Laurence.
Donc nous, on est une entreprise française qui travaille le cuir particulièrement. Et maintenant, on s'est tendu vraiment sur toutes les matières parce que maintenant, on a fait des sneakers, etc. Donc on a des produits en textile, en Alcantara, etc. On a maintenant toutes les textiles. Et c'est vrai qu'on a toujours fait chez Havel l'ameublement. Donc on a la partie Saphir qui est plutôt destinée aux chaussures et Havel qui est plutôt destinée à l'ameublement, dont les voitures. On a toujours travaillé finalement les voitures, mais on l'a beaucoup moins développé que notre partie sur le cirage et les chaussures. Donc c'est quelque chose que j'essaie de remettre un peu au goût du jour parce que c'est vrai que on voit beaucoup de demandes et donc on trouve que la demande est pas assez, j'ai pas le nom de Sophia, moi, c'est pas normal. Vous n'avez pas le nom de Sophia? Non, il n'y a pas marqué, il y a marqué Sophia. Moura. Sophia Moura. Ouais. Sophia Moura, voilà. Remettons l'église aussi au milieu du village. Alors, en plus, c'est une vieille marque, Havel Saphir. Ouais, c'est ça. Donc c'est une vieille marque qui date de 1920. Donc on est leader mondial et c'est donc une entreprise familiale. Donc moi je vais être la 4e génération. On a eu mon arrière-grand-père avec mon grand-père qui l'ont remis au goût du jour. Mon père qui l'a vraiment étoffé au niveau mondial. Et puis voilà, moi et ma sœur qui développons à la fois sur d'autres secteurs principalement et aussi le digitalisons parce que c'est vrai que jusqu'à présent on n'avait pas de plateforme internet, etc. Donc c'est une première chose qu'on met en place. Vous êtes où? D'accord. Vous êtes situé où géographiquement? On est en Charente. Près d'Angoulême. Ah bah voilà. On était voisins il y a pas très longtemps. Vous êtes des cagouilles. Donc depuis 1920. Alors depuis 1920, il y a des voitures qui certainement en 1920 sont sorties avec des selleries en cuir, qui sont toujours en état aujourd'hui parce que le cuir, on est d'accord, du cuir bien entretenu, c'est extrêmement durable. C'est même plus que ça. C'est presque la fameuse indestructible. La fameuse Renault NN de 1924, elle est tout cuir à l'intérieur. C'est ce qu'on essaie de démontrer. Hein. C'est l'intérêt d'avoir du beau matériel, des beaux matériaux, parce que c'est bien entretenu, ça dure une vie. Et le cuir, c'est vraiment le cas. Donc plus que un tissu qui peut griller, etc. Un cuir, s'il est nourri, nettoyé, ciré, etc. Parce que la cire, ça permet de donner un côté imperméabilisant, donc d'éviter les taches, etc. Donc si on a ces trois choses-là, le nettoyage, de le nourrir avec des bonnes huiles principalement et après cirer avec pour ce côté imperméabilisant, un cuir peut durer une vie sans problème. D'accord. Alors il faut les nourrir tous les combien et avec quoi? On parle de cuir automobile là. Par exemple, les sièges de ma voiture en cuir, il faut que je passe des produits. Alors quel type de produits déjà? Parce que j'imagine que comme pour le reste, quand vous achetez des produits pour votre peau à vous, pour qu'elle reste jeune plus longtemps, il y en a des biens, il y en a des pas bien. Est-ce qu'il y a l'équivalent de la prairie pour les cuirs automobiles par exemple? Oui, complètement. Enfin, ça, donc, pour choisir du coup le produit qui est adapté, ça dépend. Faut vraiment, c'est un peu comme nous, on aime bien comparer ça avec une peau d'humain. Hein. C'est une jeune femme n'aura pas les mêmes produits à utiliser que une dame âgée. Mature. Voilà, c'est ça. Les besoins sont pas les mêmes. Et donc ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord choisir, se rendre compte est-ce que c'est le premier âge. Donc on considère que le premier âge c'est jusqu'à 2 ans. Donc quand la voiture est récente, on pourra avoir le deuxième âge qui va être plutôt de 2 à 7 ans, on va dire, et après au-delà, on va dire que c'est le troisième âge. Au-delà de 7 ans. Je pense que Jean-Luc, il a des voitures du troisième âge. Oui, moi c'est des voitures. Alors sauf il y a des voitures qui ont des cuirs récents puisqu'ils ont été refaits complètement. Donc on utilise quoi en fonction de l'âge justement du cuir? Voilà. Donc voilà, si on est sur vraiment une voiture toute récente, l'objectif c'est vraiment de l'entretenir et de conserver, de préserver sa jeunesse le plus longtemps possible. Donc là, on va partir sur une huile assez légère qui va avoir un peu de cire pour toujours nourrir et protéger et faire briller sans avoir ce côté dégorgé. Donc tout l'inverse du cirage. Hein. Donc c'est vraiment 2 choses différentes. Parce que le cirage, si on met par exemple un cirage pour chaussures sur sa voiture, ça ne fonctionnera pas du tout. C'est clair. Ça va amener à la catastrophe. Je vous le dis tout de suite, ne faites surtout pas ça. C'est surtout le jean ou le pantalon blanc qui ne va pas aimer. C'est clairement ça. Donc vraiment, surtout à ne pas faire. Donc pour le premier, on va avoir pour le premier âge, on va avoir des bombes, donc à aérosol. D'accord. Qui va permettre de mettre suffisamment
d'huile et de cire, mais ce sera très léger pour voilà, pas non plus. Ouais, c'est un film léger, on n'imprègne pas complètement le cuir. C'est ça, c'est vraiment juste pour mettre ce petit fini, éviter les taches, etc. Et voilà, après, on peut, si on souhaite, mais comme je vous dis, c'est même pas nécessaire, pour éviter les taches grasses qu'on peut avoir, par exemple sur son volant, quand on a les mains un peu grasses, éviter ces taches-là, ou même des taches alimentaires qu'on pourrait retrouver sur sa voiture. On peut mettre un anti-tache dédié au cuir, qui est vraiment spécialisé pour le cuir. Donc ça va être la première chose qu'on peut faire pour... le premier âge, voilà. D'accord. Ensuite, pour du cuir un peu plus ancien, donc on a dit le deuxième âge du cuir. Là, il faut le nourrir plus en profondeur, j'imagine. C'est ça. Donc là, on rentre sur quelque chose de plus en profondeur. Il faut aussi le nettoyer en amont. Donc là, on va pouvoir utiliser un savon nettoyant qui va vraiment permettre d'enlever les premières salissures. Et après, on va prendre un baume. Donc pour le coup, là, ça va être un peu plus nourrissant. Un baume qui va permettre de rafraîchir un peu ce cuir, lui redonner vie. Nous, on le propose sous différentes formes. C'est vraiment qu'une question d'utilisation pour un particulier qui le préfère en liquide, en baume ou en crème. Donc c'est vraiment selon les utilisations de la personne. Et ensuite, alors pour du cuir troisième âge, troisième âge, on est dans la rubrique classique, donc là, les gens qui nous écoutent, qui ont des vieilles autos. Déjà, est-ce qu'un cuir qui est un peu séché, un peu craquelé, on peut leur donner de la souplesse? On peut, au moins, il faut toujours essayer l'objectif, c'est beaucoup moins cher que si on rechange une sellerie. Donc la première chose, c'est si on sent qu'il n'a pas du tout été hydraté depuis très longtemps, on peut passer une bonne huile, une huile de pied de bœuf par exemple, voir si le cuir accepte cette huile-là, comment il réagit face à ça. Donc on peut faire déjà un premier test, on prend un chiffon, on l'applique comme ça, voir comment ça réagit le lendemain et selon, soit on peut lui remettre si on sent qu'il le boit. Si c'est pas le cas, il y a deux options après, c'est soit on change la toile complètement. Après, il y a des produits qu'on peut mettre pour masquer selon ce que ça amène. Est-ce que c'est juste des petites craquelures? Si c'est des petites craquelures, nous on a un produit qui s'appelle la crème rénovatrice, qui est très épaisse. Donc là, c'est vraiment que si c'est des petites craquelures, quand même, ça pas. Ça marche pas pour les rides de Laurence, par exemple, ça. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien parce qu'il va se faire chauffer le cuir en sortant du studio, celui-là. Non, mais par contre, quand je vous entends parler, Sophia, j'ai l'impression. Alors moi, j'ai fait beaucoup de cheval à une époque, donc on était très dans l'entretien de nos selleries et compagnie avec ce type de produit. On est un peu sur la même chose, même si ce sont des cuirs très différents. Le cuir d'une selle de cheval est beaucoup plus épais, surtout les cuirs américaines. Mais non, par contre, ça me fait penser aussi à la façon dont on entretenait nos cuirs d'ameublement, nos cuirs de canapé. Oui, c'est sûr, ça a quand même le même usage, donc c'est sûr, et c'est très bien d'avoir fait référence à l'équitation, parce que c'est vrai que je suis moi-même cavalière, et c'est pour ça que je balaye ces secteurs-là tous en même temps, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de liens, c'est des cuirs qui sont, on s'assoit dessus, donc on a des sujets de dégorgement, il faut éviter le dégorgement au maximum. À la fois, ça demande quand même pas mal de nutrition, parce que c'est amené au soleil, que ça soit la voiture, les chevaux, etc. On a le soleil, on a la pluie, on les met quand même dans des conditions qui sont assez rudes. C'est clair. Surtout en randonnée, Donc voilà, c'est ça. Il y a vraiment tous ces sujets qui sont à traiter. Donc non, c'est complètement lié. Et donc après, par contre, ce qu'on peut faire pour la voiture, qu'on peut pas faire pour l'équitation, par exemple, c'est on a un baume rénovateur. Donc ça, c'est vraiment dédié au cuir, au bon cuir. Ça fonctionnera pas sur une Fiat, par exemple, avec un cuir qui ne sera pas assez... qui sera un peu trop plastifié. Non mais là ça fonctionne surtout sur les cuirs des anciennes qui sont des vrais cuirs d'origine pleine fleur. Ça fonctionne super bien. Super, merci beaucoup Sophia. Ouais. Pas de problème. Bon, Havel Saphir, je vous invite à... Maison française, charentaise en plus. 1920, voilà. Mais et charentaise de chez moi. Charente-Maritime, moi, mais bon, On aura l'occasion de reparler. On va parler cuir souvent. Maintenant, j'ai décidé qu'on parlerait cuir. J'aime bien, ça me va bien. On vous embrasse beaucoup et on vous souhaite
Un bon week-end. Prenez un petit Pinot ce midi avec modération, évidemment. Un Pinot des Charentes, bien sûr. Sophia, en charge du développement automobile chez Havel Saphir, dont elle est la 4e génération. Société française. Très jolie histoire également de transmission. Dans quelques instants, on va parler de toutes les lois automobiles. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec tout ce qui se passe autour de la politique en général. Et puis, juste à la fin, on accueillera Dominique qui nous rejoindra pour poser la dernière question de l'émission. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec Restom, fabricant français de produits haute performance pour restaurer vos véhicules anciens. Votre passion, notre savoir-faire. À découvrir sur restom.net. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et vous le savez, si vous nous suivez depuis le début de cette émission, l'ami Jean-Luc décide de remettre l'église au milieu du village depuis 10h. Alors là, ce sujet, pour pratiquement terminer notre rendez-vous, va être consacré non pas à l'église du village, mais au village tout court. On va accueillir pour ça... Le village des irréductibles gaulois. Alexandra Legendre qui est avec nous. Bonjour Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour. Responsable pôle études et communication de la Ligue de défense des conducteurs. Et Jean-Luc voulait que vous soyez avec nous parce qu'on va faire un peu le tri sur tout ce qui se fait en loi. Ça va se faire, ça va pas se faire. On va se poser plein de questions, je suis pas sûr. On n'aura pas de réponse à donner, c'est terrible. C'est ce que font beaucoup de radios d'ailleurs quand ils lancent des sujets. Ils posent des questions et personne n'est capable d'y répondre. Vous a pas échappé qu'en ce moment, on était un peu dans un... Alors je disais un marécage politique, mais moi je trouve que le mot... Non mais marasme, c'est pas suffisant. Je trouve que maintenant on est dans un vrai marécage et que juste avant, il y a des décisions qui avaient été prises. Le 17 juin dernier, l'Assemblée nationale avait adopté la loi de simplification de la vie économique. Elle contient un petit amendement qui s'appelle suppression des ZFE. Normalement, ça aurait dû être acté là. Et Alexandra, alors on en est où alors ? On patauge dans votre marécage. Le souci, si vous voulez, c'est qu'il y a une communication autour de l'adoption de ces amendements sur la suppression des ZFE au mois de juin, qui a abouti à la conclusion un peu trop hâtive de la part des Français que c'était supprimé. Derrière nous. Voilà. Et on l'a bien vu lors de notre dernière manifestation avec nos camarades motards de la FFMC, notamment en fin septembre à Paris et dans d'autres villes. La mobilisation était moindre, tout bêtement parce que les gens aujourd'hui ont l'impression que les ZFE, finalement, c'est plus un risque. Et ce n'est pas du tout le cas parce que même si ces amendements ont été adoptés dans le cadre de cette loi de simplification, Jean-Luc, que vous venez de mentionner, le bazar législatif, la dissolution, enfin plutôt la disparition des gouvernements successifs font que le processus législatif, il n'est pas du tout terminé. Ouais, le parcours parlementaire est suspendu. Ouais. Mais au-delà de ça, et c'est là la vraie mauvaise nouvelle de cette intervention, il est fort probable que certains maires, je vais le dire, on est sur Sud Radio, un peu illuminés et anti-voiture, décident, quel que soit le résultat, c'est-à-dire même si la loi dit on supprime les ZFE, ils peuvent les conserver dans leur ville. Mais oui, ça nous pend au nez. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas, puisque lors de l'étape précédente, où finalement il ne restait plus que 2 métropoles à devoir se soumettre aux ZFE, à savoir celle de Paris et de Lyon, se sont ajoutées spontanément 2 autres métropoles, Grenoble et Montpellier, qui, sans plus y être contraintes, ont quand même décidé de maintenir le calendrier d'application des ZFE. Donc ce qui se fait à Grenoble et Montpellier, on peut complètement imaginer que ça se fera ailleurs. Oui, on peut imaginer qu'à Paris, par exemple, la maire de Paris, juste avant de disparaître bientôt, décide de maintenir la ZFE. Alors ça sera Paris intramuros et non plus les communes qui sont à l'intérieur de la 86, mais on maintiendra les ZFE parisiennes. Mais ça, ce serait si la mairie de Paris était anti-voiture. Jean-Luc, je ne peux pas vous laisser dire ça. J'adore. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté sur cette antenne le petit déjeuner que j'ai pris un matin avec Anne Hidalgo il y a déjà un moment, où elle m'a raconté quand même qu'elle adorait les voitures et que dans sa famille, la voiture faisait partie de la famille. Qu'elle était sacrée, que son papa vénérait l'automobile. Elle a fait une amnésie ? Je sais pas. Mais vous savez, c'est la politique. C'est pas parce qu'on vous dit quelque chose que c'est vrai. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Bon, alors, il y avait aussi un texte. Alors là, pour le coup, ça va nous arranger que ce soit un peu bloqué, mais il était question, je vais le dire simplement pour que tout le monde comprenne, de légaliser les ralentisseurs illégaux.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est monté avec notre camarade Thierry Modolo de Pour une mobilité sereine et durable jusqu'au Conseil d'État pour essayer quand même de faire appliquer le décret et la norme qui régissent la construction et l'implantation des ralentisseurs. Alors, chapeau bas vraiment pour cette association Pour une mobilité sereine et durable qui n'a pas lâché le morceau et qui a finalement quand même réussi à décrocher une mesure qui n'est pas rien, c'est de devoir respecter les conditions d'implantation du fameux décret de 1994 des ralentisseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous construisez, vous êtes élu local, vous construisez un ralentisseur, si vous ne respectez pas les conditions d'implantation, notamment, par exemple, il ne peut pas y avoir plus de 3000 véhicules par jour sur la route en question. Pas de transport en commun ? Pas de transport en commun. Alors là, pour le coup, c'est pas facile. Il y en a partout. Oui. Et donc ça s'est passé. Ce qui n'est pas passé, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait en gros casser tous les ralentisseurs de France, c'est les dimensions, le respect des dimensions, la hauteur, l'inclinaison du rampant, etc. Et ça, effectivement, ça rend... c'est pas une question de calculer la dangerosité ou pas des ralentisseurs, hein. C'est ça qui est fou aussi, c'est qu'on parle quand même bel et bien de sécurité routière. Ah oui, on est d'accord. Absolument. Et donc, comme on ne va pas pouvoir casser tous les ralentisseurs, on estime qu'il y en a à peu près 450 000 et dont 99,9% ne respectent pas ces fameuses dimensions et pas non plus les conditions d'implantation qui sont à nouveau redevenues obligatoires. L'idée, c'est de les légaliser. On se dit, tiens, puisque de toute façon, on ne va pas les faire casser, les communes n'ont plus de sous, si on leur fait casser, refaire les ralentisseurs aux normes, ça va coûter... une blinde. Quelques milliards, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? La super idée, c'est de les légaliser. Et ça, évidemment, nous, on ne va pas laisser faire. Parce qu'on parle à nouveau de sécurité routière. C'est quand même un comble. Oui. Et puis alors après, il y a plein de choses qui vont rester en suspens pendant combien de temps c'est fou ça. On ne sait pas. Voilà. Ouais. Tout ce qui est législatif, c'est en suspens. Par contre, ce qui est réglementaire, là, il y a des trucs qui pourront passer. Genre, par exemple, le malus, qui doit augmenter au 1er janvier, il va augmenter ou pas ? A priori, oui, parce qu'en fait, ça a été adopté dans le cadre de la loi de finances de l'année dernière. Donc en 2026, on sera à 80 000, je crois, maxi. 2027, 90 000. Et en même temps, on va avoir encore une industrie automobile qui va continuer de ne pas vendre des voitures. Voilà. Mais ça va être de pire en pire. Bon, il n'est pas exclu. Là, on fait un petit aparté que vous avez entendu le chancelier allemand qui a dit que lui ne souhaitait pas qu'en 2035 il y ait l'interdiction définitive des véhicules thermiques. Bon, je pense que l'Europe ira dans ce sens-là parce qu'à partir du moment où l'Allemagne dit fermement on ne veut pas l'interdiction des véhicules thermiques en 2035, que la France a émis un avis à peu près similaire, l'Italie également. Je crois qu'il y a l'Espagne aussi. Donc quand les principaux pays européens disent, je parle de constructeurs de voitures, disent c'est pas une bonne idée, je vois pas comment Bruxelles pourrait maintenir le cap. On verra bien. Nous, on a une pétition qui s'appelle Non au désastre du tout électrique que je vous invite à signer sur le site de la Ligue de défense des conducteurs parce que je sais plus, on a déjà je sais pas, dans les 200 000 signatures, je me semble-t-il, de mémoire, sur cette pétition. On n'est pas du tout contre l'électrique, évidemment, mais en revanche, ce qu'on voudrait bien, c'est pouvoir continuer à avoir le choix de la technologie qui nous convient le mieux. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cette pétition. Mais on est d'accord, la monoculture, c'est mauvais. Tout le monde le sait depuis très longtemps. On a voulu nous faire passer au tout diesel il y a quelques années, c'était ridicule. Aujourd'hui, nous faire passer au tout électrique, c'est tout aussi ridicule. Je suis pas non plus anti-électrique. D'ailleurs, je crois que j'ai été le premier journaliste en France à parler de voitures électriques. C'était il y a 20 ans. Alors, vous voyez, on peut pas me taxer d'être anti-électrique. Je trouve que c'est des très bonnes solutions. Il y a de très bonnes voitures électriques pour certains usages. Et puis pour d'autres usages, voilà, il y a d'autres sources d'énergie qui sont encore très bien et qui sont mieux. C'est tout. Il y a pas. En tout cas, dans ces projets de loi automobile, pour l'instant, on est encore de nouveau en stand-by. Et à part le fait que le malus est confirmé, il va nous retomber sur la tête encore en janvier 2026. Le reste, on est. Bon, après, il y a encore plein de questions qu'on pourrait se poser. Tiens, par exemple... il nous reste 20 secondes. Ouais, voilà, mais tiens, c'est une question à laquelle on répondra peut-être la semaine prochaine. Pourquoi est-ce que le prix du baril de pétrole continue de baisser et que l'essence reste aussi chère Bon, bonne question. Ouais. Alors après, moi, j'ai quelques idées de réponse. Oui, moi aussi. On en parlera, tiens, d'accord. Allez. Merci beaucoup, Alexandra. Merci, Alexandra.
Merci, à bientôt. Responsable pôle études et communication de la Ligue de défense des conducteurs qui était avec nous pour cette émission. Allez, à suivre. Et pour conclure notre rendez-vous, eh bien, nous allons vous accueillir au 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto. Et nous accueillons tout de suite Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci d'être avec nous. Allez, vous nous avez écrit je participe @sudradio.fr. Vous avez mis on parle auto dans l'objet de votre mail et vous nous avez posé une question en nous donnant bien votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Alors, on vous écoute. 2 questions, j'ai reçu 2 chèques, donc il y a 2 questions. On vous écoute Dominique. Il y a bien 2 questions, mais il n'y a pas de chèque. Ah zut. Okay. Donc, la première question, j'ai reçu un courrier de Volkswagen, comme beaucoup de personnes sans doute, daté du 8 août 2025. Oui. Ça concerne une Polo Volkswagen immatriculée en 2012. D'accord. Et on me précisait que l'airbag était à changer. Ouais. Donc l'airbag ne serait changé qu'au cours du 2e trimestre 2026, compte tenu d'un calcul un peu aléatoire qui a été fait. Donc moi j'ai été surpris parce que j'ai compté, donc l'ancienneté de la voiture, ça fait 13 ans. Donc attendre encore 6 mois de plus pour changer l'airbag, ça m'a surpris, compte tenu que visiblement il y avait sans doute un défaut. Mais vous êtes dans quelle région? Parce qu'en fait, ils priorisent en fonction de la géographie. La région, c'est Loire-Atlantique, donc c'est un climat tempéré, pas trop chaud. Ouais. Donc, il est possible que ça ait joué dans leur calcul. Je pense que ça joue effectivement, qu'ils ont priorisé les régions du sud de la France où il fait le plus chaud. Je pense que si vous allez au pied des Pyrénées, à mon avis, vous aurez changé votre airbag un peu plus tôt. Bon, après, on va répéter, il n'y a aucune chance que l'airbag explose tout seul. Hein. C'est dans le cas d'un accident qu'il y a un risque. Mais je vais même aller au-delà de ça. Vous me dites, ma voiture, ma Polo, elle est 2012. Aujourd'hui, il y a un truc extraordinaire. Aucun fabricant d'airbag n'est capable de dire combien de temps ça dure un airbag. Ça, c'est fou. Voilà. Donc, par précaution, moi, je trouve qu'ils auraient dû... peut-être qu'ils n'en avaient pas la possibilité, changer tous les airbags le plus de 10 ans, quoi. Ouais, mais imaginez, alors vous, c'est une Polo, vous avez quoi? Vous avez 2 airbags, un airbag conducteur, un airbag passager, c'est ça? C'est l'objet de ma deuxième question. En fait, j'ai pris rendez-vous. J'ai tenté de prendre rendez-vous chez Volkswagen. Il se trouve que le rendez-vous ça a bien fonctionné, quoi, puisqu'ils n'ont pas du tout tenu compte du courrier, et donc le rendez-vous a été pris. Ils ont changé l'airbag sans difficulté. Donc, oui, vous l'aurez remplacé l'airbag, donc. Oui, d'accord. Sans doute ils avaient des difficultés. Ils avaient un petit trou à ce moment-là, ouais. Donc ils vous ont changé l'airbag, d'accord. En plus, ils se sont pas du tout occupés de la lettre que j'avais reçue. Donc, moi, je me suis bien gardé de préciser que c'était prévu en 2e trimestre 2026. D'accord. Donc l'airbag conducteur a été changé. Par contre, j'ai posé la question en arrivant s'ils changeaient les 2 airbags, parce que je suppose que j'ai 2 airbags, c'est-à-dire un airbag passager également. Et bon, là, j'ai pas eu de réponse. Ouais, parce que c'est pas Takata qui faisait l'airbag passager, c'est juste pour ça, voilà. Bon, maintenant, est-ce que votre airbag passager fonctionnera en cas d'accident? Je vous l'ai dit, l'incertitude, c'est ça. C'est qu'on n'a aucune garantie sur la durabilité des airbags. Et le problème, alors vous, il se pose pas, vous avez 2 airbags dans votre voiture, on va dire que vous les changeriez pas quoi qu'il arrive, mais celui qui a une grosse Mercedes qui date d'il y a 20 ans, où il a 8 airbags à l'intérieur, c'est la moitié du prix de la voiture. Donc est-ce que tous les 15 ans, 20 ans, il faut remplacer tous les airbags? C'est une vraie question. Hein. C'est en fait, à la lumière de l'affaire Takata, là, on commence à se poser des questions sur les airbags. On se dit, bon, ok, c'est quand même un dispositif pyrotechnique qui est dans la voiture. Bon, qu'est-ce qui provoque le gonflement de l'airbag? Maintenant, les gens ont compris, c'est une explosion. Hein, donc, un système explosif qui est dans une voiture qui vieillit et on ne sait pas comment il vieillit, on peut se poser la question sur un véhicule qui a 20 ans, est-ce que ça va marcher en cas d'accident? Est-ce que ça ne va pas se déclencher de façon inopinée?
On ne sait pas. Il n'y a pas d'étude internationale qui a été faite et qui dit voilà, un airbag, ça doit être changé au bout de 20 ans, de 25 ans. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, pour le coup, là, le problème Takata, on dit problème, hein, c'est plus que le scandale Takata, va permettre à plein de gens de repartir à zéro, c'est-à-dire on a changé leur airbag, et là, bon, ils sont tranquilles pour, on va dire, 15-20 ans. Ouais. Donc la question ne se posera pas pour ces voitures-là, et je dirais à la limite, si vous êtes concerné par les remplacements d'airbag, tant mieux. Parce que vous évacuez déjà ce problème de longévité de l'airbag. C'est vrai, hein, c'est une vraie question. Hein. Voilà. Et donc, dans votre cas, vous, il est réglé à 50%. C'est-à-dire que l'airbag passager, bon, il y a qu'en cas... Vous pouvez toujours essayer de prendre un mur pour voir s'il fonctionne, quoi. Non, on fait pas ça, Dominique. Non. Bon, mais en tout cas, merci de nous avoir écrit pour poser toutes ces questions. C'est un vrai sujet. Alors, c'est un vrai sujet, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est un vrai sujet il faudrait poser la question aux fabricants d'airbags. Est-ce que vous avez maintenant, avec le recul, une idée de la durabilité ? Et c'est un sujet également qui concerne beaucoup d'autres auditeurs qui nous écoutent et qui ont aussi ce problème d'airbag. Et très bonne question aussi sur le second airbag, sur l'airbag passager. Merci beaucoup Dominique d'avoir posé cette question et d'être intervenu sur Sud Radio ce matin. L'ami Jean-Luc, on va devoir laisser l'antenne à nos amis de Parlons Immo. Ah. Bah oui. Et puis demain, on se fera un petit coucou, mais plus tard. Bon, et puis on parlera d'essence la semaine prochaine. Ou plus tôt. Parce que je me suis dit, tiens, voilà. D'accord, on parlera d'essence. Bon week-end à tous. Les programmes Sud Radio continuent. N'oubliez pas, cette nuit, on change d'heure. Ne vous faites pas surprendre. Dans quelques instants, Sylvain Lévy-Valency vous donne rendez-vous avec Parlons Immo.